Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui à ce webinaire électrifiant qui s'inscrit dans le cadre de la campagne Roulant électrique qui vise à sensibiliser, à promouvoir les véhicules électriques. Donc, cette campagne est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du plan pour une économie verte 2030 et elle est coordonnée par Équiterre. Nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous Jessie Caron et Maxime Dubois de CA Québec pour nous parler des véhicules électriques d'occasion et plus particulièrement des éléments à considérer lors de l'achat et des trucs et astuces pour bien les entretenir. Ce webinaire se veut interactif, donc on vous encourage vivement à poser vos questions dans le Q&R qui est situé juste en bas de votre écran et non dans l'espace discussion qui sera uniquement réservé pour échanger avec les autres participants ou avec les panélistes. Donc sur ce, Jessie et Maxime, je vous laisse vous présenter et bon webinaire à tout le monde. Merci, Merci, Jeanne. merci. Juste avant de commencer, merci pour cette présentation-là. Donc, moi, c'est Jesse, coordonnateur des essais routiers, expert auto à CA Québec depuis maintenant plus que 12 ans. Donc, on a plusieurs conférences et webinaires sur les véhicules électriques derrière la cravate qui est absente, mais on va se l'imaginer. Donc, dans les salons, dans d'autres occasions comme celle d'aujourd'hui, je te laisse te présenter. Maxime Dubois, chargé de projet en mobilité, donc depuis une douzaine d'années également pour CA Québec, avec les services conseils, avec du côté aussi des communications affaires publiques. Alors, on est sur le terrain, Jesse et moi, donc on en entend énormément. On est capable donc d'aller au-delà des simples salons qui sont quand même très généreux, qui est un terreau très fertile, qui est la façon parfaite pour aller voir et écouter un peu ce que les gens ont à dire et leurs interrogations. Mais on est capable vraiment, je pense, de faire un beau rassemblé aujourd'hui, un beau rassemblement des infos qui sont extrêmement pertinentes, vous allez voir, parce que les véhicules d'occasion, sont importants aussi, hein, pour faire place justement pour mettre le pied dans l'électrification. Oui, tout à fait. Tout Ouais. à fait. On entend beaucoup parler des véhicules neufs. Ils sont beaux, ils sont technologiques. On a envie d'en avoir un, mais en même temps, ils coûtent cher. Il y a encore un écart de prix, etc. Donc, on connaît le contexte peut-être un peu plus difficile ces derniers mois qui s'est placé pour s'en procurer un. Donc, les véhicules d'occasion, ça peut être une belle porte d'entrée, en effet. Puis, qui dit plus de véhicules neufs qui ont été vendus ces dernières années, mais ça veut dire ils commencent, puis vous allez voir tantôt qu'ils commencent, c'est peut-être un euphémisme. Là, ils sont là sur le marché et leur nombre augmente et ça va juste continuer aussi. Évidemment, plus on a des modèles récents dans le marché d'occasion, plus on a de l'autonomie parce que ça évolue tout le temps et ça suit le même rythme avec quelques années de retard que pour les véhicules neufs. Donc, pour apprivoiser un véhicule électrique, que ce soit un véhicule secondaire ou principal, c'est une bonne option. Puis c'est rempli d'avantages au quotidien. Le premier auquel on pense, évidemment, c'est financier. Financier, effectivement, on a regardé avec notre calculateur qu'on a, le calculateur CA Québec, pour faire un petit calcul rapide. On a fait des chiffres qui sont quand même très récents. On a mis à jour, donc, pas plus tard que la semaine passée. Donc, simplement avec un modèle 2023. Donc, si on regarde un modèle de 2 ans, année modèle de 2 ans, donc, pour un RAV4 Prime, donc, enfichable. Il y a quand même une économie intéressante de 1331 de moins qu'un RAV4 essence. Alors, si on fait évidemment des chiffres qui sont très généraux aussi, avec une utilisation qui est très standard aussi, évidemment, ça peut varier, mais en partant, si on fait un vrai calculateur pour un vrai comparatif, on est quand même capable d'avoir une économie assez intéressante de ce côté-là. Évidemment, ça vient aussi avec les entretiens. On compte au moins 500 en entretien uniquement, même si on ne tient pas compte de l'essence. Donc, ça peut être intéressant. Puis là, on parle de VUS. On parlait pour les véhicules d'occasion qui sont là. Mais là, il y a de plus en plus de choix aussi dans plusieurs catégories. On se rappellera, il y a une dizaine d'années, non seulement c'était, oui, intéressant, mais pas autant Le choix était qu'aujourd'hui. limité. Oui, parce que dans le choix de format de véhicule, on avait uniquement, presque exclusivement, des compacts, des sous-compacts. Maintenant, il y a du VUS. Il y a, pour évidemment répondre à
tous les besoins. Il y a même des camions maintenant, des camionnettes pleine grandeur. Alors là, on a vraiment du choix. C'est vraiment intéressant. De la berline. Alors, oui, c'est quand même intéressant. Et évidemment, tous les avantages qui viennent avec le confort qui est accru dans l'habitacle, grâce à la climatisation, du chauffage qui est très rapidement accessible. Des performances, évidemment, grâce au couple qui est immédiatement accessible. Et les autres avantages pécuniers quand même. Ouais, ben oui, Ouais. tu parlais de l'entretien tantôt, 500 $ pour un modèle 100% électrique, oui, mais il n'y a pas juste ça. Les voies réservées demeurent accessibles pour quelques temps encore. On sait que ça va changer. On aurait dû l'indiquer, mais ça aussi, ça va euh, bientôt, les voies réservées ne seront plus nécessairement accessibles par les véhicules électriques, à moins que je me trompe avec l'accès au traversier et au pont à péage. Là, ça sera à vérifier. Ouais. Donc, on va faire comme les avocats, on va dire retirer ce commentaire, les voies réservées, c'est à vérifier. Mais ce qu'on est sûr, c'est Oui. les rabais Oui. pour l'accès au traversier puis les ponts à péage gratuits. C'est toujours le cas, mais le 31 mars Oui. 2027, donc dans presque exactement 2 ans, ce sera la Oui. dernière journée où on pourra y accéder gratuitement pour les véhicules. Peut-être une précision, justement, parce qu'il peut y avoir des fois une petite confusion. Pour les traversiers, c'est la voiture, évidemment. Ouais. Les passagers, eux, doivent payer, mais on n'a pas besoin de payer pour la voiture. Donc, c'est quand même intéressant. Oui, c'est ça, ça fait une économie de plus. Oui. Donc maintenant, après cette petite mise en bouche sur les véhicules électriques, donc ça fonctionne un véhicule électrifié, un véhicule électrique, on fait un petit récapitulatif. Il y a deux types principaux de véhicules électriques, évidemment, ce sont les modèles qui sont 100% à batterie et il y a les hybrides rechargeables. Il y a quand même d'autres types d'électrification qu'on n'appelle pas nécessairement des modèles électriques parce qu'il faut toujours les ravitailler en essence, mais ils sont électrifiés quand même, ce qui vient faire baisser Oui. la consommation de carburant et aussi les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on parle des hybrides classiques qui ont été les pionniers, qui sont arrivés avant les véhicules électriques branchables qu'on connaît aujourd'hui. Et on en parle, vous allez voir de temps en temps quand même, parce que ça peut être une porte d'entrée pour les gens qui habitent, par Oui. exemple, en ville, Oui. qui n'ont pas la possibilité de faire installer une borne de recharge pour justement ravitailler un véhicule qui est branchable à la maison, parce que c'est là que ça coûte le moins cher, on va le voir plus tard. Mais ça peut être une façon quand même de faire sa part. Alors, c'est pour ça que vous allez en voir un petit peu partout. Des petites mentions ici et là, mais c'est quand même les deux autres types qui sont les véhicules électriques principaux. Et il faut dire aussi que dans certaines gammes, on a les deux électriques et l'hybride. Et c'est pour ça qu'il fallait en parler Oui. pour bien distinguer. Oui, parce que si on parle de véhicules d'occasion, c'est peut-être aussi que vous allez peut-être ouvrir vos horizons pour peut-être vous procurer un véhicule d'occasion. Alors, pourquoi on vous met pas en garde, mais disons, c'est une précision que vous devez noter, parce que vous allez pouvoir regarder, exemple, une Ioniq ou un Niro, et pourquoi il y a trois modèles avec à peu près des kilométrages similaires, avec des équipements similaires, mais les prix varient énormément. C'est peut-être du côté de la motorisation. Dans le cas justement précis de la Ioniq et de la Niro, bien, les trois motorisations peuvent être disponibles. Alors, Ouais. c'est ce qu'ils peuvent faire. Alors, peut-être bien vérifier lorsque vous allez faire votre magasinage et surtout lorsque vous allez établir vos besoins pour le choix du véhicule, de regarder pour la bonne motorisation directement. Oui, parce que ça change les prix, ça Ouais. change les Et conditions. voilà. Donc, deux types principaux, un autre type parallèle qui est l'hybride classique, qui n'est pas 100% électrique, qui n'est pas branchable, mais bon, qui compte un peu dans le portrait quand même. Euh, Ce qu'ils ont en commun, ces trois-là, en fait, c'est le freinage régénératif. Et ça, rappelez-vous-en, parce que ça vient récupérer une partie de l'énergie quand on décélère ou qu'on freine de façon courante, là, pas un freinage d'urgence, mais un freinage régulier, on va dire. Et cette énergie-là, donc, oui, sert à conserver l'autonomie. Puis quand il y a beaucoup de côtes, on peut même gagner un petit kilomètre ou deux d'autonomie avec ça. Donc, c'est un freinage, en fait, qui aide à faire ça, mais en même temps, ça crée du frein moteur. Donc, on sent vraiment le véhicule qui ralentit sans qu'on ait besoin parfois de toucher à la pédale de frein, surtout pour les modèles qui ont la possibilité de conduire à une pédale. Et ça, souvent, on peut le régler, vous le voyez à l'écran, avec une palette derrière le volant ou encore avec un bouton sur la console. Des fois, c'est dans le tableau de bord ou dans l'écran central où il va y avoir une option conduite à une pédale. Et
on peut régler l'intensité. Donc, c'est une bonne chose en général. Ça réduit l'utilisation des freins. On va voir tantôt qu'il y a de l'entretien qui s'impose pour pas quand même les endommager. Ça récupère de l'autonomie et ça permet de moduler la conduite. Quand on est en ville, c'est très utile. Quand on est sur l'autoroute, il vaut mieux peut-être s'en passer un peu parce que là, chaque fois qu'on relâche l'accélérateur, on sent le véhicule freiner, les lumières de frein vont s'allumer derrière. Vous avez peut-être remarqué en conduisant des fois des véhicules qui font ça. Souvent, c'est des modèles 100% électriques. Donc, ça crée une conduite qui est inégale et surtout, ça fait qu'on doit réaccélérer après Oui. pour regagner l'air d'aller qu'on a perdu. Donc, c'est mieux d'utiliser ça en terrain montagneux, en ville, mais de le laisser, de le mettre au minimum ou en tout cas dans une plage plus réduite là, quand on fait de l'autoroute. Parce que l'autoroute, justement, on a besoin justement de notre air d'aller, justement, des fois, juste à lever le pied de l'accélérateur et laisser justement décélérer tranquillement plutôt que plus rapidement avec un freinage régénératif. Ouais. Donc, c'est là que c'est plus payant, donc de moins l'utiliser sur l'autoroute. Mais en ville, allez-y, gênez-vous pas, c'est là que c'est payant de l'utiliser. Oui, tout à fait. Puis une dernière précision pour l'autoroute, sur l'hiver, quand la chaussée est glissante, si on a un mode de freinage régénératif assez prononcé, on peut être surpris, surtout avec parce que là, on relâche l'accélérateur, puis on crée un transfert de poids vers l'avant. L'arrière est plus léger, donc on peut avoir une petite dérobade là, qui risquerait d'être rattrapée par le régulateur de stabilité. Mais pour éviter ce genre de situation-là aussi, l'hiver, on le réduit au minimum à vitesse de croisière. Ce que ça aide à faire, le freinage régénératif, c'est à rendre le véhicule plus efficace en ville. Plus efficace, si vous conduisez ou vous vous rappelez, lorsque vous conduisiez des voitures uniquement essence, on se rappellera que lorsqu'on conduit en ville, il y avait plus de consommation d'essence, donc d'énergie, et moins sur l'autoroute. Mais avec un peu ce qu'on vient de dire, c'est le contraire avec un véhicule électrique. Étant donné qu'on est capable de récupérer donc les arrêts de départ sont plus payants avec le véhicule électrique et hybride en ville que sur l'autoroute, parce que sur l'autoroute, on en a parlé, on n'a pas la chance de récupérer nécessairement. Donc, vous allez voir que l'autonomie va s'ajuster toujours en continu, ça c'est la bonne chose. Mais si vous avez le temps, prenez toujours donc le trajet en ville, si vous êtes capable. Évidemment, ce n'est pas interdit de prendre l'autre. Mais si vous avez un peu moins de temps, allez-y avec l'autoroute. Mais si vous avez le temps, allez-y en ville avec le véhicule électrique. Ou les routes secondaires avec les côtes. Oui, tout à fait. Alors, c'est juste un aspect juste pour le comparatif des deux types de motorisation. Tout à fait. Donc, comment ça fonctionne un VE? On voulait mettre la table avec ça, mais à travers la présentation, vous allez voir des craintes fréquentes de temps en temps. Des questions. Des questions qui nous sont posées. Puis d'ailleurs, n'hésitez pas, comme Jade le mentionnait tout à l'heure, à poser les vôtres. On les voit apparaître en direct, donc on va pouvoir y répondre avec plaisir. Mais on en a préparé quelques-unes à partir de celles qu'on reçoit, que les services conseils en mobilité entendent très souvent. Donc, et celle-là, on l'entend souvent, c'est vrai. Est-ce qu'il faut finir par remplacer la batterie à haute tension d'un véhicule électrique? Alors, dans les salons, on pose la question, on dit à main levée, puis souvent, on a la moitié des gens qui disent oui, il y en a qui ne sont pas sûrs, il y en a qui disent non, non, ça va bien aller. Alors, la réponse, c'est très rarement. Oui, une chance, c'est très rarement, parce que les batteries actuelles sont quand même de très haute qualité, sont quand même très durables. C'est sûr qu'il y a un ennemi qui est là, qui va peut-être venir miner un peu, qui va venir faire une accélération de l'usure de la batterie. Donc, c'est la chaleur, on en parlera. Donc, un refroidissement adéquat et de mise, on en parlera pourquoi. Ouais. Mais les batteries qui sont refroidies au liquide, ça va quand même très bien pour la dégradation. Ouais. À l'air, c'est un petit peu plus différent, un petit peu plus fragile, mais on remarquait qu'il y avait une dégradation, évidemment, une perte d'autonomie. Pas autant que sur un appareil cellulaire, parce que les batteries, évidemment, sont de meilleure qualité pour un véhicule, mais quand même, on va voir une dégradation. Pour les modèles plus anciens, on voyait un 2 à 3 mais pour les modèles plus récents, c'est environ 1 par année. Donc, si on le met dans le pire des scénarios, ben, une autonomie qui était à 400 km va être environ de 350 après 5 ans et 300 pour 10 ans. Pour les anciens véhicules, 2 à 3 parce que maintenant, c'est beaucoup mieux. Donc, ça, c'est pour la dégradation. Est-ce qu'on devra la changer? Ben, s'il y a un problème majeur et ben, on est sous garantie, ben, au moins,
on aura l'occasion de pouvoir passer. Mais à devoir à la changer Ouais. automatiquement, Ça c'est arrive plutôt. ça arrive très rarement, effectivement. Puis les chiffres que vous voyez en bas, comme Maxime le dit, c'est vraiment juste des ordres de grandeur pour des véhicules qui sont plus anciens. Mais on tenait quand même à traduire ça Oui, en données. Là. Bon, qu'est-ce que ça donne un peu sur le terrain? Et il y a des trucs aussi pour réduire la dégradation. oui, On va y revenir un petit peu plus tard. Donc, pour minimiser ce phénomène-là, notamment respecter les pourcentages qui sont recommandés là, de charges régulières par les constructeurs, mais on va y revenir. Donc, pour choisir maintenant son véhicule d'occasion, maintenant qu'on a fait un peu le tour du fonctionnement, mais il y a des éléments à considérer. Bon, est-ce que vous allez faire de ce modèle-là votre véhicule principal? Est-ce que vous avez souvent des gens à transporter, plus de matériel? Donc, encore là, ça va déterminer, comme pour n'importe quel type de véhicule, oui. la taille. Mais là, maintenant, il y a des sept-places, il y a des plus petits VUS, il y a aussi des voitures à ion qui sont là, qui sont plus petites, comme le Niro notamment. Et il y en a d'autres, là, c'est le premier qui me passait par la tête. Quelle est l'autonomie dont vous allez avoir besoin? Et ça, c'est important, particulièrement pour un véhicule d'occasion, parce qu'on l'a dit, les plus vieux, l'autonomie diminue. C'est un phénomène normal en vieillissant. Donc, il faut penser à ça aussi. Est-ce que vous pouvez installer une borne résidentielle? On y a fait allusion tantôt. Si vous habitez en ville ou dans un quartier central ou dans un édifice à logement, à une tour à condo, peu importe, ça peut être difficile, ça se fait. Ça peut être plus compliqué, il faut passer par des autorisations, etc. Donc, est-ce que ça va se faire facilement? Est-ce que vous pouvez avoir accès à une borne au travail? Il y a des milieux de travail qui l'offrent gratuitement Oui. à leurs employés ou d'autres, c'est avec des frais minimes ou ça peut être des bornes publiques qui sont présentes sur votre lieu de travail aussi. Ça aide pas mal si vous ne pouvez pas en installer une à la maison. Et comme on le disait, ben, est-ce que vous faites plus de villes ou d'autoroutes? Encore une fois, ça va peut-être aider à déterminer si vous allez vous Oui. tourner vers un hybride rechargeable ou vers un modèle 100% Oui. électrique. La prise 120 volts, tu as parlé, Oui, t'as oui, parlé aussi de la borne, mais peut-être aussi pour une recharge d'appoint. mm, La 120 volts peut faire quand même le travail. Si on est capable, on l'expliquera un peu plus tard aussi, mais si vous êtes capable de vous brancher peut-être 6 jours sur 7 avec du 120 volts, juste pour aller chercher la petite portion que vous avez utilisée, ouais, mais une fois par semaine, au moins aller avec une recharge niveau 2. On aura l'occasion peut-être d'y reparler aussi, parce que c'est quand même bien. Mais déjà, le fait d'avoir accès à une prise standard, ben, c'est un pas de plus donc du côté de la facilité. tout à fait. Maintenant, quand on veut choisir un véhicule d'occasion, évidemment, c'est encore une fois le coût qui nous importe beaucoup. Et puis là, on veut les comparer. Donc, nous, on a fait l'exercice, puis on a découvert, puis ça se maintient que la valeur marchande n'est pas toujours plus élevée pour un véhicule Ouais. électrique, même si au départ, quand il est neuf, il coûte plus cher. La dépréciation, selon les modèles, peut être plus importante. Donc, des fois, ça finit par revenir se comparer ce fameux point d'équilibre entre les coûts d'un véhicule électrique et le prix d'un véhicule à essence, qui n'est pas nécessairement atteint dans le neuf dans plusieurs cas, ben, ça peut arriver dans le véhicule d'occasion. Et la consommation d'énergie va toujours être plus faible, ce qui fait qu'avec un véhicule 100% électrique, ça prend, selon nos calculs avec le calculateur de coût de la CAA, ça peut prendre autour de 18 mois pour le rentabiliser. Quand on achète un véhicule d'occasion, on le garde pas mal plus longtemps que ça d'habitude. C'est la meilleure chose à faire. Un hybride rechargeable, c'est encore beaucoup moins long. On divise en fait, on coupe la poire non en deux, mais en trois dans ce cas-là. Et ça comprend même pas les économies qu'on fait avec l'entretien, Ouais. les autres avantages qu'on a nommés tout à l'heure. Donc, si vous êtes membre de CA Québec, vous pouvez appeler pour avoir une évaluation de valeur marchande, vérifier dans les petites annonces aussi. Évidemment, si vous avez du kilométrage un peu plus élevé que la moyenne, ben, ces chiffres-là vont encore diminuer. Alors, parce qu'évidemment, on va rentabiliser encore plus rapidement. Si vous êtes à 20, 25, 30 000, 40 000 kilos par année, qui est assez fréquent, on peut voir quand même, Ouais. ben, là, évidemment, vous allez rentabiliser votre achat encore plus rapidement. Tout à fait. Puis tantôt, tu parlais de la garantie en cas Oui, de bris de la batterie plus prématuré ou plus rapide que ce à quoi on s'attendrait.
Ben, nous, à CA Québec, chaque année, on prépare une étude qui est gratuite pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être membre, vous pouvez y accéder sur le site CA Québec. Et dans cette étude-là, vous allez voir toutes les données sur les garanties, non seulement des composantes du groupe motopropulseur hybride rechargeable ou électrique, mais aussi sur la batterie. Donc, on va isoler tout ça. On publie ça dans un tableau très complet. Toutes les marques sont là aussi. Et donc, on voit qu'il y a des garanties qui sont là. Les constructeurs ont confiance en leurs produits. Là où ça se gâte un peu, c'est si jamais il y a un bris qui n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Mais à ce moment-là, certains constructeurs ne nous promettent pas nécessairement une batterie neuve. Ils vont dire on va mettre une batterie réusinée ou on va mettre une batterie avec un minimum de 60-70% de la capacité d'origine. Bon, donc, on va corriger la perte de capacité, mais sans trop expliquer d'avance dans le manuel de garantie quels seront les seuils utilisés. Donc, consultez cette étude-là, vous allez voir euh, à quoi vous attendre. Donc, si jamais il y avait un bris qui se produisait, mais au Ouais, moins, on sait que les véhicules, même usagés de 3 4 ans, vont être encore couverts et c'est ça l'essentiel à retenir. absolument. Et ce qui est intéressant aussi de faire, et ce que vous devriez faire, que le véhicule d'occasion, vous l'achetiez d'un marchand, d'un concessionnaire, d'un particulier, lorsque vous êtes une fois propriétaire, peut-être informer le constructeur que vous êtes le nouveau propriétaire. Donc, ces garanties-là, les garanties du constructeur, Mhm. sont transférables sans aucun problème. Donc, si jamais il y a un pépin, il y a un rappel, ben, on sera capable de communiquer directement avec vous, avec le numéro de série, la nouvelle adresse du nouveau propriétaire. Ben, ils sont capables de regarder si votre modèle est sujet à, exemple, un rappel ou un bulletin de service. Et ce, même s'il n'y a plus de garantie. Des fois, même après la garantie, il peut y avoir un bulletin de service, un rappel, alors ils seront capables de communiquer directement avec vous. Donc, une des premières choses à faire, c'est vraiment de communiquer avec le constructeur que vous êtes le nouveau propriétaire de ce véhicule. Oui, ça prend pas de temps, puis après Non, ça, ben, les échanges sont beaucoup plus faciles. exact. Euh, Ça nous amène à la recette CA Québec. Donc, tantôt, on vous a dit évaluer vos besoins. On vous a suggéré de penser à aller vous faire plus d'autoroutes, de villes, transporter du monde, etc. Donc, notre recette qu'on a tirée de ça, c'est que si, toujours dans l'optique qu'on s'achète un véhicule d'occasion, donc si vous achetez un véhicule usagé et que vous prévoyez vous en servir comme véhicule principal, c'est peut-être votre seul modèle vous sautez les deux pieds dans la technologie 100% électrique, mais à ce moment-là, choisissez l'autonomie la plus longue possible, un modèle peut-être un peu plus récent qui va vous en donner plus pour réduire le nombre d'arrêts que vous allez avoir à faire quand vous parcourez des vraiment longs trajets, surtout l'hiver. On sait que vous allez voir un petit peu plus tard que, bon, c'est sûr que l'hiver, l'autonomie va diminuer un peu à cause du froid. Donc, choisissez l'autonomie maximale ou allez-y pour un modèle hybride rechargeable. À ce Oui. moment-là, ben, vous avez l'occasion d'utiliser votre batterie en tout cas, à moins qu'il fasse vraiment froid, là, vous allez utiliser l'autonomie électrique durant vos déplacements quotidiens, puis vous allez avoir le moteur à essence pour prendre le relais quand vous faites des longs trajets. Donc ça, c'est l'option 1. Si vous parcourez des plus courts trajets, ben là, vous pouvez vous permettre peut-être de reculer un petit peu plus loin dans les années, puis même de choisir des modèles qui avait une autonomie plus courte au départ, qui a peut-être un peu diminué. Et quand vous allez partir pour des plus longues vacances ou faire des longs trajets, là, vous pouvez louer à court terme. Ça, c'est une option à laquelle on ne pense pas tout le temps. Mais chez les locateurs qu'on connaît, là, Avis Budget Enterprise, Hertz, là, je ne les nommerai pas tous, mais c'est des exemples. Vous pouvez même devenir membre de Communauto, utiliser certaines solutions comme ça. J'ai vu ils sont maintenant ils ont des fourgonnettes Carnival, ils ont Oui. des VUS, donc ils ont vraiment du choix pour justement des gens qui pourraient avoir besoin de temps en temps de véhicules, d'un véhicule un peu plus gros avec plus d'autonomie. Et ça évite aussi Ouais. d'avoir à supporter le deuxième Mhm. véhicule, justement, Ouais. avec immatriculation, assurance et entretien. Un véhicule qui ne roule presque pas va s'endommager, va avoir besoin donc d'être chouchouté un petit peu plus que celui qui roule peut-être plus régulièrement. Donc, et sans compter l'espace aussi. Donc, ça peut être une option. Et finalement, ben, ça peut être l'option si vous devez avoir deux véhicules absolument. Ben, vous allez voir que prenez
assurément, prenez-en un électrique, vous allez voir que probablement ce sera votre favori que vous allez utiliser toujours. Et finalement, le deuxième véhicule à essence sera peut-être là uniquement pour lorsque vous aurez besoin, absolument, ou lorsqu'on aura besoin de deux véhicules. Des fois, il y a plusieurs personnes sous un même toit, alors c'est ça. Et pour les plus courts trajets, ce sera le véhicule essence. Exact. Ouais. Étrange, c'est le contraire de ce qu'on pensait, hein, Ouais. parce que justement, on dépense de l'essence pour des plus courts trajets quand on a vraiment besoin, puis l'électrique, ben, on s'arrange avec le réseau public, vous allez voir Ouais. tantôt, qui est très bien fourni. Vais-je pouvoir me rendre à destination l'hiver? On vous avait dit qu'on aurait des petites questions comme ça. On l'a évoqué. Celle-là revient souvent aussi. Oui. Et la réponse, c'est oui, mais il faut planifier. Ben, simplement un peu de planification. Ouais. Il faut dire qu'au départ, pour un véhicule électrique, on dit que la température idéale, ce n'est pas la température absolument où on doit rester, Non, entre non. 15 et 25. On est capable d'y aller à plus chaud et à plus froid que ça. Mais l'idéal, ce serait entre 15 et 25. Mais évidemment, on est capable de faire bien d'autres choses. On peut connaître bien notre climat où ça varie à du moins 30 et ça va à plus 30 sans aucun problème. On voit fréquemment. Alors, c'est évident que ça peut réduire, mais ça va réduire de plus si on ne fait pas attention. Il y a des pertes qui sont quand même moins importantes si on fait quand même vraiment attention. Et on a pu quand même voir les études du AAA qui le confirment durant les essais routiers qu'on fait dans les différents salons et aussi tout récemment avec la virée électrique que vous avez peut-être vu passer. Ah ben là, ça a été un camp d'entraînement assez Ouais. violent pour les véhicules électriques. On les a poussés à bout pour voir jusqu'où ils pouvaient aller pour la décharge et surtout la recharge. Et on a quand même des résultats qui sont quand même éloquents là-dessus. Ça, vous irez voir ça sur Ouais. caquebec.com, virée électrique, là, vous allez trouver la documentation là-dessus. 14 véhicules électriques qu'on a fait rouler d'Ottawa à Mont-Tremblant, mais pas par la route directe, en prenant toutes sortes un peu d'autoroute, un peu de route secondaire, des routes sinueuses aussi. Une température de -11 à -8 degrés, fait qu'une journée canadienne d'hiver Ouais. là, assez typique. Ben, grosso modo, la perte d'autonomie n'est pas automatiquement de 40-50%. Oui, on a quelques modèles qui en ont perdu jusqu'à 39, mais il y en a plusieurs qui en ont perdu 14, 15, Oui. 20% dans les mêmes conditions, conduits de la même manière, avec la même vitesse. On suivait les vitesses, les limites de vitesse. On avait du chauffage à 20 degrés à l'intérieur, donc on ne faisait pas varier ça. On voulait avoir les conditions les plus similaires possibles. Et on s'est rendu compte que même certains modèles, non, oui, vont perdre l'autonomie par rapport à la cote officielle de Ressources naturelles Canada, mais il y en a certains qui, dans ce qu'ils nous montrent au tableau de bord avant de partir, qui sont très, très précis, qui sont presque capables de nous donner le kilométrage indiqué en partant le matin. C'est des véhicules qui avaient tous été branchés, qui étaient stationnés dans un garage aussi la nuit. Donc, c'est très éloquent comme démonstration. Puis, allez voir, il y a plus d'informations, plus de résultats là-dessus. On a fait un test de recharge le lendemain qui donne aussi plein d'informations, de renseignements intéressants. Puis, on s'aperçoit qu'on peut recharger pas mal plus vite qu'on pense Ouais. avec certains modèles, même l'hiver. Mais surtout, pour éviter ou pour réduire le phénomène de perte d'autonomie, il y a des trucs, on l'a dit, nos véhicules d'essai étaient dans un garage, ça peut aider. On les laisse brancher jusqu'à temps de partir aussi pour que la batterie soit préconditionnée. Puis on utilise siège et volant chauffant. Ça, c'est évidemment un des aspects les plus faciles et une des pratiques les plus simples à utiliser pour voir aussi que la pente sera moins abrupte, justement, pour la dégradation, pas pour la dégradation, mais la perte d'autonomie. Donc, au lieu d'être avec une soufflerie à 4, allez-y peut-être à 2. Au lieu d'avoir un chauffage à 24, allez-y peut-être à 20 degrés. Et vous allez voir, ça va faire une différence parce que le chauffage sera évidemment très gourmand. Évidemment, ça en prend pour question de sécurité aussi, pour évidemment avoir un pare-brise et des vitres qui sont bien dégivrés, qui n'aient pas de buée. Mais surtout, allez-y, gênez-vous pas. Gâtez-vous du côté du siège chauffant et volant chauffant. Vous allez me dire, ah, mais c'est électrique, ça va prendre du courant, beaucoup moins que la soufflerie. Alors ça, vous allez avoir un confort très rapide
parce que les sièges chauffants, ça fait un chauffage très, très, très rapide, volant chauffant aussi, et sans évidemment sacrifier votre confort et votre sécurité. Et tu en as parlé, l'autre aspect, c'est vraiment le préchauffage, qui est un des outils à utiliser, une autre méthode qui va faire que malgré le froid, on ne pourra pas rien faire. C'est sûr qu'il va y avoir de moins d'autonomie lorsqu'il fait froid. Mais avec ça, vraiment, on vient d'adoucir la pente énormément. Ben oui, le véhicule branché, ça préconditionne la batterie. Et en plus, si vous programmez soit dans le tableau de bord avec l'application du véhicule, le chauffage pour dire je pars à 8 heures le matin, je veux que mon véhicule soit chaud en partant, le véhicule va partir le chauffage et là, vous allez tirer l'électricité du réseau d'Hydro-Québec. Vous allez la payer, mais quand même, ça va être pas mal mieux pour la batterie que de partir avec un gros coût à donner pour réchauffer l'habitat. Exact. Alors, une question, est-ce que la garantie prolongée est transférée automatiquement à un autre propriétaire une fois le changement de propriété fait par le fabricant? La réponse, si c'est une garantie du constructeur, oui, les garanties conventionnelles, ces garanties-là, donc la garantie de base, la garantie sur le groupe motopropulseur, la garantie sur la batterie que vous avez en achetant le véhicule neuf, elle, oui, elle se transfère sans frais puis automatiquement. Par contre, si c'est une garantie prolongée achetée d'un fournisseur tiers qui n'est pas nécessairement le constructeur, il peut y avoir des conditions. Oui. Même quand c'est la garantie du constructeur, lisez les petits caractères, assurez-vous que ça se fait sans frais. Il peut y avoir des frais ouais, de transfert à ce moment-là. Puis vérifier dans les garanties prolongées supplémentaires aussi, il peut y avoir une limite aussi de réclamation par année. Hein? Ça peut être une des choses. Oui, tout à fait. Donc, vérifiez ça, mais oui, effectivement, d'habitude, ça va se transférer. Une autre question ici, à quelle fréquence devrions-nous faire un changement des freins? Ben, regardez donc ça, on arrive bientôt à ça. Si vous le permettez, on va y arriver justement dans toute une section sur l'entretien. Donc, on va pouvoir répondre à cette question-là. Rabais sur les véhicules d'occasion. Oh, ça, Rabais du gouvernement. c'est houleux, ça, hein, parce que ça se promène un peu. Il faut être à l'affût de l'actualité. Hein? Ouais. Donc, pour dénicher le véhicule idéal, il faut savoir d'abord et avant tout que le gouvernement du Québec continue d'offrir un rabais sur les véhicules d'occasion qui a diminué en 2025 à 2000 qui est de retour depuis aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le 1er avril, il entre en vigueur de nouveau jusqu'à temps que les fonds soient épuisés ou jusqu'au 31 mars 2026. Donc, on sait que le 1er janvier 2026, il va diminuer à 1000 puis le 1er janvier 2027, ça va être zéro. Mais pour l'instant, c'est 2000. Alors, si vous achetez un véhicule qui est 100% électrique, pas d'hybride rechargeable, malheureusement couvert par ce programme-là, un véhicule qui a 1 à 4 ans, qui n'a pas été immatriculé encore au Québec, ou qui n'a pas fait l'objet d'un rabais, là, mais c'est assez rare qu'un véhicule électrique a été immatriculé ici sans avoir fait l'objet d'un rabais. Vous voyez les autres conditions avec une batterie inspectée, une transaction faite auprès d'un commerçant, puis ensuite, il faut que vous le gardiez au moins 12 mois au Québec. Bien, vous allez avoir accès à un rabais de 2000 et ça va s'appliquer après le calcul des taxes. Mais heureusement, il y a des commerçants qui se spécialisent dans la préparation et dans l'achat de véhicules qui correspondent à ces critères-là et qui permettent de donner accès au rabais. Donc, informez-vous auprès des marchands, des commerçants, si les modèles que vous convoitez peuvent être admissibles. Pour dénicher un véhicule, il y a d'autres trucs aussi. Il y a quand même plusieurs trucs. Si vous le regardez pour, exemple, Autogo, qu'on appelait avant Occasion en Or, évidemment, ce sont des concessionnaires, mais pas tous les concessionnaires. Ceux, ils font partie de la CCAQ. Donc, excusez-moi, la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Il y a aussi autousager.ca, donc les membres qui font partie de l'AMVOC, l'Association des marchands des véhicules d'occasion. Donc, des marchands qui sont sérieux, qui doivent quand même respecter un code d'éthique. Il y a beaucoup de critères de recherche, donc faciliter, justement, on parlait des critères de recherche dans votre secteur, avec tant ou tant de kilométrage ou avec un budget maximal. Ce sera quand même assez facile. Et là, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, on parlait qu'il allait avoir du choix. Ben, si on regarde les chiffres pas plus tard que la semaine passée, sur les véhicules avec Autogo, on avait un 9 des véhicules qui étaient annoncés,
qui étaient donc des hybrides ou des électriques. Et sur autousager.ca, on était rendu à 13%. Donc, c'est quand même assez intéressant, des chiffres qui ne font qu'augmenter. Et la beauté de la chose, c'est que ce ne sont pas tous les véhicules qui sont annoncés, qui sont disponibles dans ces bassins-là. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et si vous êtes membre de CA Québec, si jamais il arrive un pépin avec un de ces, un achat que vous avez fait chez un ou l'autre de ces organismes-là, ben, on est capable de faire la conciliation entre les tiges. Évidemment, il faut être membre avant d'arriver. Hein, on n'achète pas un parapluie quand il pleut, on achète en prévision qu'il pleuve. Ça, c'est la petite chose qu'on doit faire, mais c'est juste un aspect qu'on voulait vous dire comme ça. Donc, mais pas obligé d'être évidemment membre de CA pour magasiner chez ces regroupements de marchands-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du côté prix, les mensualités des véhicules d'occasion peuvent quand même coûter pas mal moins cher. Mais attention, il faut prendre en considération les taux de financement. Oui. Il faut prendre en considération aussi qu'à partir d'aujourd'hui, les véhicules neufs sont de nouveau admissibles à un rabais de 4 000 C'est les véhicules de 65 000 et moins, les mêmes critères qu'avant. Donc, avant, même si le véhicule d'occasion a l'air moins cher sur papier, il y a des bonnes chances que oui, ça se transforme en des mensualités inférieures, mais avec un véhicule usagé, on donne toujours le maximum possible d'argent comptant pour réduire la charge à financer. Puis regardez les taux de financement aussi, comparez bien aussi. Primordial. Donc, c'est pas garanti, mais souvent, s'il y a un bon écart de prix, on va quand même réussir à économiser par rapport à l'achat d'un véhicule neuf. D'autres vérifications à faire, une fois qu'on a établi là, justement son budget, qu'on a peut-être trouvé un modèle dans les réseaux intéressants, ben, il faut toujours, comme pour un véhicule à essence, passer par le registre des droits personnels et réels mobiliers. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a une dette qui est reliée à ce véhicule-là qui n'aurait pas été payée? Un rapport d'historique de Carfax, ça peut être une bonne idée aussi. Ça ne dit pas tout. Ce n'est pas tous les assureurs qui fournissent leurs données à Carfax, mais ça peut être un point de départ pour en savoir plus sur l'historique. Et évidemment, pour les membres CA Québec, les services conseils en mobilité ou pour tout le monde, les petites annonces pour comparer les prix et connaître la juste valeur marchande des véhicules. Donc, des vérifications à faire. Et là, si le véhicule, après tout ça, a l'air encore intéressant, bien là, il faut le passer au tordeur de l'inspection. Absolument, parce qu'on parlait tantôt de Carfax. S'il y a des pépins ou qu'il y a une réclamation, OK, c'est correct, mais est-ce qu'il a été bien réparé? Hein? Parce qu'un véhicule accidenté qui a été réparé, c'est correct, mais est-ce qu'il a été bien réparé? Ouais. Dans le sens d'une réparation qui sera durable. Est-ce que le véhicule va quand même bien vieillir? Est-ce qu'il a été fait dans les règles de l'art pour la sécurité, mais aussi pour que le véhicule reste, que la réparation soit efficace? Alors, une étape essentielle, pour la tranquillité, pour savoir aussi bien le négocier, c'est l'inspection mécanique. Alors, évidemment, comme n'importe quel véhicule d'occasion, on doit vérifier l'état des freins, la suspension, des choses qui peuvent se changer. Vous allez me dire que c'est pas catastrophique qu'on ait des freins à changer. Ce sont des éléments d'usure normale. Mais si les freins sont neufs, ben, c'est quand même mieux que si ce sont des freins qui sont un peu plus vieux. Mais faire attention, il ne faut pas juste écouter l'acheteur qui dit « Ah, les freins sont neufs, je viens de les changer. » Quelle qualité il a mis? Est-ce qu'il a mis une première qualité ou il a mis une qualité pour se débarrasser, pour dire juste « Regarde, j'ai ma facture de frein. » Alors, c'est important de savoir justement est-ce que ça a été bien fait. Les pneus, la carrosserie à vérifier. Un pro sera capable justement de regarder le rouage électrique, justement. Ouais. La batterie, ça, c'est important. Les vérifications de santé de la batterie. On parlait tantôt de dégradation. C'est important donc de vérifier justement jusqu'à quel point tout le système électrique est en santé. Des fois, il peut y avoir de l'usure prématurée. Justement, on parlait tantôt des véhicules qui peuvent avoir souffert de la chaleur. On en a parlé tantôt, si vous vous souvenez bien. Certains véhicules qui venaient du sud des États-Unis, on a déjà vu donc des batteries qui s'usaient plus rapidement lorsqu'elles n'étaient pas nécessairement refroidies au liquide. Donc, ça peut paraître. Les fameux appareils de diagnostic bon marché qu'on peut voir. Ben, c'est parfait. Quand on voit des check engines et tout, là, oui, on le voit. L'éteindre, ça ne règle pas le problème. Il faut savoir comment l'interpréter. Un simple voyant allumé peut avoir 20, 30, 40, 50, 100 diagnostics pour une seule lumière. Alors, c'est important de savoir. Donc, les applications intelligentes avec les téléphones pour dire, ça veut dire ça. Ce n'est pas tout d'éteindre le voyant.
Hein? Moi, je le dis toujours à la blague, s'il y a un problème, ben, c'est pas tout de l'effacer. S'il y a un sac de poubelle qui est bien plein dans le coin et qui sent mauvais, ben, le truc, c'est de le sortir et de régler. C'est pas de mettre du push-push par-dessus. Ça ne règle pas le problème, ça. Ça, c'est comme si on fait juste éteindre le diagnostic, Ouais. la lumière. Il faut régler le problème. Évidemment, ben, on parlait aussi des bornes rapides tantôt et des bornes 120 volts. Il y a quand même des prudences aussi, Oui, des ben choses c'est à faire ça, avec ça. exactement. Il faut savoir que les bornes, les prises de 120 volts, ça peut dépanner, mais c'est pas la recharge qui est la plus uniforme pour les cellules de la batterie, pas plus d'ailleurs que la recharge rapide à 400 volts, qui peut la faire surchauffer. Donc oui, on peut s'en servir quand on fait des longs trajets, mais dans les deux cas, c'est pas la méthode à privilégier. Vraiment, c'est la borne de niveau 2 ou encore c'est ça, la recharge à 240 volts. Autrement dit, c'est elle qui va vraiment charger la batterie dans son ensemble et de la meilleure façon possible. Si on utilise ça le plus régulièrement possible et qu'on suit les conseils du constructeur qui dit peut-être charger régulièrement à 80 vous pouvez aller jusqu'à 100 quand vous faites des longs trajets, mais si sur une base régulière, vous respectez ce qui est dans le manuel du propriétaire, puis vous utilisez une borne de niveau 2, vous allez donner le plus de chances possible à la batterie. Vous faire inspecter Ouais. rapidement parce qu'évidemment, le temps file et on a beaucoup de choses encore à vous dire. Donc, on peut aller dans un des 20 centres d'inspection agréés CA Québec. On peut aller dans les 310 garages recommandés CA Québec. Il y a des rabais, il y a des avantages pour les membres, mais tout le monde peut y aller quand même. Et dans ces garages-là, ben, il y en a 51 qui sont spécialisés, qui sont certifiés compétences Oui. VE. Donc, c'est une formation de 228 heures pour que les mécaniciens réparent le véhicule de la meilleure façon possible, les véhicules électrifiés, et de la façon la plus sécuritaire possible. Aller dans un atelier de confiance, aller dans un concessionnaire aussi, dont certains sont recommandés CA Québec. Donc, ça, c'est quand vous achetez, avant d'acheter le Oui. véhicule, vous pouvez aller dans un ensemble, Mhm. un de ces points-là. Et si vous allez à l'inspection avec CA Québec, bon, elle s'appelle MaxiRoute hybride ou électrique. Donc, ça comprend évidemment les véhicules électriques à 100% et les hybrides rechargeables. Vous allez avoir affaire à cette grille-là. Donc, c'est le technicien qui va s'en occuper, qui va avoir à cocher toutes ces cases-là avec des points spécifiques qui sont Mhm. surlignés en jaune pour les véhicules électrifiés. Partir faire un essai sur la route, mesurer l'épaisseur de la peinture pour savoir si le véhicule a déjà été repeint, donc probablement accidenté. Donc, c'est vraiment une Mhm. inspection qui est très, très complète qu'on recommande, là. Vous pouvez aller dans les autres endroits, mais ça, c'est celle qu'on propose, nous, dans nos 20 centres de C'est service. la meilleure façon, donc, pour avoir l'heure juste sur un véhicule que vous convoitez, ou même si vous en avez déjà un, puis vous avez commencé à avoir certains doutes, si vous voulez avoir ça, c'est comme un rayon X, là. Vous avez vraiment l'heure juste de votre véhicule. Avec ces pots-là, vous allez avoir Tout à l'heure fait. juste. Exactement, un portrait complet. Une crainte fréquente, qu'arrive-t-il si ma batterie tombe à plat? Ça n'arrive pas souvent. Nous, on l'a fait dans la virée Oui. électrique. On a fait exprès d'amener les véhicules jusqu'à zéro pour voir ce qui arrivait. Il y en a plusieurs qui vont parcourir d'ailleurs 15, 20, 25 kilomètres après le 0%, là, après le 0 kilomètre d'autonomie. Mais évidemment, on ne veut pas que ça nous arrive dans la vraie vie. Nous, on avait des remorqueuses, on était équipés pour. Il n'y a personne qui a été laissé de côté. Et si vous êtes membre CA Québec, on vous propose la recharge mobile. Donc, on peut déplacer un véhicule sur les lieux de la panne qui va transférer de son énergie à celle de la batterie de votre véhicule, 20 km à peu près, pour vous permettre de vous rendre jusqu'à la prochaine borne ou à la maison. Mais secret, on ne le sort jamais parce qu'il n'y a personne qui se laisse tomber en panne. C'est très rare. Les véhicules donnent amplement d'avertissements Tout à avant fait. qu'on soit vraiment mal pris. Mais quand même, on a été les premiers à l'offrir. Il y a d'autres solutions aussi qui existent maintenant dans le marché. Mais avec les membres CA Québec, si évidemment ça ne fonctionne pas avec ce véhicule-là ou si vous êtes à l'extérieur de Québec ou Montréal où on offre le service, on va vous remorquer selon les modalités de votre adhésion. Exact. Maintenant, l'entretien, hein, puis là, midi 45, Oui. on fait un petit marathon d'entretien. Let's go, on y va. Là, Ouais. on a regardé comment se procurer un véhicule. Là, vous l'avez, il faut l'entretenir maintenant, ce véhicule. Donc, un véhicule 100% électrique, évidemment, on n'aura pas de vidange d'huile, on n'aura pas de remplacement de filtre à bougie,
de filtre à air, de réservoir à essence, d'échappement, mais il y a quand même des choses à vérifier. On parle de l'usure des freins. Jessie en a glissé un mot tantôt, ça va être important d'entretenir ces freins parce que, on en a parlé, il y a le freinage régénératif. Si on utilise moins les freins, il y a plus de chances donc qu'ils se grippent, qu'ils viennent à se coincer un peu. Alors, c'est important de bien les entretenir. Alors, une ou deux fois par année, peu importe le kilométrage que vous faites, un bon entretien des freins. Ce qu'on va faire, évidemment, on va retirer les plaquettes, les étriers et tout. On va faire un bon nettoyage, bonne lubrification et s'assurer que l'assemblage soit adéquat pour que les plaquettes usent égales. Un peu comme les fameuses chaussures. Si on marche avec les pieds inversés ou un peu trop à l'extérieur, ben, on use mal les semelles. C'est un peu le même principe. C'est la plus belle façon, je pense, qu'on pourrait l'imaginer. Donc, important de faire vérifier ça. La batterie 12 volts, si vous ne roulez pas beaucoup, c'est important aussi de faire vérifier ça. Oui, parce que la batterie 12 volts, oui, c'est la batterie de tension qui va la recharger quand on roule selon ce que l'ordinateur, ou pendant que le véhicule est branché à la borne, selon ce que l'ordinateur décide. Mais elle aussi, si on ne roule pas souvent, on n'a pas branché le véhicule peut-être, ou le transfert s'est pas fait, l'ordinateur ne l'a pas, a une stratégie qui est peut-être différente de ce qu'on pensait ou des besoins du véhicule, ben à ce moment-là, la batterie peut tomber à plat. Et nous, on en survolte chaque année avec l'assistance routière CA Québec plusieurs des véhicules électriques avec une batterie 12 volts qui est à plat. Donc, faites-la vérifier avant l'hiver parce que vous n'avez même pas de démarreur sur un 100% électrique. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, ah, ça commence à tourner un peu plus lentement. Elle s'en vient, ma batterie, elle l'achève. Peu de signe Oui, ça, avant-coureur. ouais, exactement. Donc, faites-la vérifier avant la fin de l'été, par exemple, avant que l'hiver commence. Parlant d'été, on doit faire vérifier le climatiseur. Super Tellement, important pour un ouais. véhicule électrique. Climatiseur parce que, il sert non seulement à vous rafraîchir dans l'habitacle, mais aussi à rafraîchir ou réchauffer selon bon, la température extérieure. La batterie, donc, il faut vraiment que ce système-là soit étanche, qu'il n'y ait pas de fuite de gaz de refroidissement dans le système parce que la batterie pourra en souffrir et non seulement nous, les pauvres utilisateurs et utilisatrices qui avons chaud en plein été. Donc, bien important, encore une fois, pour la santé de la batterie à long terme, si on veut éviter une autre dégradation. Alors, ça, c'est éviter la surchauffe de la batterie. Donc, climatiseur, pas juste pour notre bien-être, pour la santé de la batterie à long terme. Hybride rechargeable, c'est tout ce qu'on vient de parler, mais aussi avec ce qu'on doit faire aussi pour un véhicule essence. Alors, c'est bien important, suivre le calendrier d'entretien qui est bien important. Pas de passe-doigt pour le changement d'huile, même si vous le roulez exclusivement avec l'électrique, avec un hybride rechargeable, parce que l'huile, à long terme, va venir qu'à se dégrader, elle vient qu'à se contaminer, donc elle ne protège plus les composantes du moteur. Il y a du cambouis qui vient, des dépôts, donc, et s'il y a ça, ben là, une panne de moteur, s'il fait que ça ne fonctionne plus, ben, vous allez trouver ça plutôt plate d'avoir un véhicule qui ne fait que 80 km d'autonomie parce que le moteur essence ne fonctionnera plus. Donc, ce n'est pas vraiment cher un changement d'huile pour s'éviter, évidemment, avoir la conscience tranquille. Donc, peu importe le kilométrage que vous faites par année, suivez le calendrier d'entretien pour les changements d'huile. À qui le confier? On en a parlé un peu tantôt. C'est comme pour, ouais, c'est ça. C'est comme pour l'inspection, c'est un peu les mêmes réseaux. Donc, allez-y de ce côté-là. Vous pouvez aller, évidemment, s'il y a un problème particulier qui est sous garantie, vous visitez le concessionnaire en premier pour lui donner la chance de le réparer. Puis pour le reste, pneus, suspension, frein, entretien, courant, ben là, vous pouvez aller au garage de votre choix sans aucun Il y a problème. des questions sur l'entretien. Est-ce qu'on y va tout de suite ou on y va à la Ben, fin? en fait, oui, on peut en parler. Donc, à quelle fréquence faire un changement de frein? Mais on y a un peu répondu, au moins une fois par année, la vérification et l'entretien. Ouais. Puis si c'est fait, ben, à ce moment-là, ça va durer longtemps, là. Donc, il n'y a pas un remplacement à un rythme précis. C'est vraiment l'entretien qui compte. Et l'entretien est beaucoup moins cher que changer les freins. Et l'entretien, évidemment, va retarder le changement de frein. Alors, c'est un peu comme le nettoyage chez le dentiste. Si on le fait, ben, on évite des caries. Un nettoyage chez le dentiste, ça coûte pas mal moins cher qu'un traitement de canal. tout à fait. Hein? Puis combien de fois par année faire entretenir un véhicule électrique? Ben, selon le calendrier d'entretien. Voilà, Tout simplement, effectivement. c'est écrit dans le véhicule, dans le manuel du propriétaire. Tantôt, on avait aussi une question sur comment vérifier la santé de la batterie. Ben, vous pouvez le demander quand vous faites inspecter le véhicule, mais vous pouvez aussi
De temps en temps, nous, à CA Québec, on fait des cliniques de santé de véhicules électriques et on a des appareils diagnostiques. Ça ne marche pas pour toutes les marques. Il y a certains modèles où c'est des informations qui ne sont pas partagées, pas accessibles, sauf par l'équipement d'un concessionnaire, mais on fait quand même un bilan de santé du véhicule au complet, les codes d'anomalie, la batterie 12 volts. Donc, surveillez l'infolette CA Québec, surveillez les médias sociaux. Quand on en fait une, on vous avise là-dessus. Les pneus, ça, c'est un point important hein, pour les véhicules. On en entend parler beaucoup autour de vous. Vous dites, ah, comment ça, les pneus sont moins bons qu'avant? Comment ça, je faisais plus longtemps que ça avec les pneus sur mon autre véhicule. Alors, il peut arriver, mais il y a des explications, il y a des raisons pourquoi les pneus peuvent fondre un petit peu plus rapidement. Il y a le poids, évidemment, on ne pourra pas se le cacher, un véhicule électrique est plus pesant à cause de sa batterie. On le sait, on a juste à transporter une petite batterie. On est tous allés à la pêche, on devait transporter des petites batteries pour le moteur ou simplement tasser n'importe quel appareil à batterie qui a énormément de poids. Alors imaginez la batterie de traction sur un véhicule, c'est extrêmement pesant. Donc, le poids va venir évidemment avoir une influence directe sur le caoutchouc, donc sur les pneus. Mais il y a aussi le couple généreux. On en a parlé tantôt. Le moindrement qu'on effleure l'accélérateur, on a de la puissance. Alors, si on est enthousiaste, un peu du pied droit, eh bien, évidemment, le caoutchouc des pneus va s'évaporer assez rapidement aussi. Mais il y a des trucs pour prolonger la vie, justement, pour réduire cette usure-là. La règle des 3 P. Hein? Alors, il faut faire attention pour prolonger la vie des pneus, et ça, c'est peu importe quel type de véhicule que vous avez, mais la pression recommandée par le constructeur est primordiale là-dessus. Le parallélisme, donc ça, c'est une fois par année, c'est ce qu'on appelle un alignement, et la permutation aussi régulière. En faisant ces 3 P-là, donc, vous allez prolonger, parce que ça coûte cher des pneus, on le sait. Alors, si vous voulez donc garder votre investissement le plus longtemps possible, ben, les 3 P, c'est la règle d'or. Pour garder sa ligne, on évite les pâtes, la pizza, le pain. Mais pour garder ses pneus, on fait le contraire d'éviter. On vérifie la pression, on fait permuter, puis on les aime, les 3 P pour les pneus, donc voilà. on les veut. Rapidement, si vous avez besoin quand vous allez avoir besoin de remplacer les pneus, vous n'êtes pas obligé de remettre des pneus à faible résistance au roulement. Oui, ils vont peut-être aider à consommer moins d'énergie, mais ce n'est pas ça le facteur principal qui va vous faire économiser de l'énergie. Ils ne sont pas essentiels. C'est plutôt votre conduite. Donc, non, ils ne sont pas essentiels. Attention, par contre, en plus des 3 P, de respecter l'indice de charge. Oui, la dimension, tout ça. L'indice de charge, c'est après le 225-45-R17. Ça, c'est la dimension. Vous allez avoir un autre nombre à 2 chiffres ou à 3 chiffres. 95, 101, 109, ça dépend de votre véhicule, avec un H ou un V qui est la cote de vitesse. Mais ce nombre-là, là, respectez-le. Achetez pas des pneus qui ont l'air d'être pareils, mais qui coûtent moins cher. C'est peut-être parce que l'indice de charge n'est pas suffisant. Donc, c'est des pneus qui vont être moins solides, qui vont moins être capables de supporter justement le poids du véhicule et vous allez vous en rendre compte peut-être dans le comportement routier et surtout dans la résistance du pneu. Donc, les 3 P et surtout l'indice de charge approprié pour les garder le plus longtemps possible. Et surtout, si l'indice n'est pas assez élevé, ils sont moins chers, ce sera une fausse économie parce que vous devrez les changer plus rapidement parce que ceux-là vont user plus vite. Tout à fait. Donc, en plus d'être pas économiques, ben, ils sont plus dangereux, comme tu disais. Donc, exact. Parce qu'ils ne sont pas adaptés à votre véhicule. Donc, on fait attention à notre conduite, puis on respecte les 3 P, puis tout ça, puis on va probablement pouvoir garder ses pneus un peu plus longtemps que ce qu'on entend, même sur un véhicule. Pour ce qui est de l'antirouille, ben, ça aussi, c'est une question qu'on reçoit souvent. Dans les salons, on se fait dire souvent, ah, moi, mon concessionnaire m'a interdit de faire un antirouille, il a dit que la garantie serait annulée. Ben, c'est pas vrai. Regardez, nous, on les épluche, les manuels du propriétaire, les manuels de garantie. Parfois, c'est indiqué que ce n'est pas recommandé ou que ce n'est pas nécessaire, mais nulle part, c'est écrit que c'est interdit. Ce que les concessionnaires ne veulent pas, c'est des antirouilles faites maison avec des huiles de qualité douteuse, puis avec des trous mal percés, mal bouchés, mal colmatés. Mais si vous allez chez un professionnel, qui s'y connaît, qui sait où en mettre et où ne pas en mettre sur un véhicule électrique. Donc, éviter les connexions à haute tension, des endroits qui sont en orange, tout ça, où il y a des câblages à haute tension, ben, vous n'aurez pas de problème. La garantie va être respectée.
sans aucun doute. Et vous allez conserver votre véhicule parce que même s'il est électrique, il est fait en métal et le métal, l'aluminium peut se corroder aussi. On roule au Québec pareil, hein? C'est ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison de s'en passer pour un véhicule électrifié. Donc, important la combine d'avoir un bon traitement et surtout une bonne méthode d'application. Oui. Alors, ça prend absolument les deux. Si on a juste un des deux, ça ne fonctionne pas. Puis si on a zéro des deux, c'est encore pire. Sauf si vous louez. Si vous louez, vous pouvez peut-être vous permettre de laisser tomber cette étape. En ayant la certitude qu'on ne rachète pas. Mais là, on parle de véhicules usagés, donc important de précision aussi, même si le véhicule a déjà 4-5 ans et qu'il n'a jamais eu d'antirouille, il n'est jamais trop tard. Faites-le faire, faites-le nettoyer comme il faut, passez au lavoto, allez-y une journée où il fait beau, allez-y l'été, même pas obligé d'attendre à l'automne, et faites-le passer à l'antirouille. Vous allez retarder. Si jamais la rouille peut avoir commencé à des endroits discrets, ça va la retarder, ça va retarder sa progression. Antirouille annuel, oui, important. Oui, répétition aussi du traitement pour s'assurer qu'il y a toujours du produit aux bons endroits où justement les gravillons, les projections de la route vont toucher le véhicule le plus souvent possible. Pour la recharge, rapidement, en 2 mots, évidemment, on a dit depuis tantôt, la meilleure recharge, c'est avec une borne de niveau 2. Donc, si vous pouvez en faire installer une à la maison, faites-le. Et les rabais sont de retour à partir d'aujourd'hui. 600 $ de rabais pour un véhicule, pour une borne à domicile, si vous la faites installer par un professionnel. C'est un rabais du gouvernement. Donc, c'est facile à installer, ça ne coûte pas très cher. Et la bonne nouvelle, en plus du rabais, c'est que nous, on offre à CA Québec l'accompagnement pour l'achat. Oui, parce qu'on ne sait pas évidemment quel type de résidence que vous avez. Est-ce que c'est un bungalow? Est-ce que c'est un condo? Est-ce que c'est une maison de campagne? Est-ce que c'est très récent? Est-ce que c'est plus ancien? Est-ce que c'est dans le but de peut-être avoir 2 véhicules électriques? Est-ce que c'est une borne qui est installée à l'intérieur, à l'extérieur, qui fait face aux intempéries? La longueur du câble, la flexibilité aussi, donc, du câble. Ce sont toutes des questions à se poser. Et si vous êtes membre de CA, vous pouvez téléphoner justement pour l'accompagnement où on sera capable de vous diriger un peu et de réduire l'angle justement de magasinage qui est rendu très, très, très vaste aussi pour savoir quel type de borne répond le mieux à vos besoins. Et en plus, après, ben, à la boutique CA Québec, on en offre. On a des prix qui ressemblent à ce qui va se retrouver ailleurs. Mais pour les membres, il y a des rabais. Évidemment, ce sont des bornes de fabricants reconnus. La majorité, ce sont des fabricants qui ont pied à terre au Québec aussi, donc avec des câblages, des boîtiers résistants qui vont être adaptés à nos conditions froides. Donc, ça a été testé, c'est garanti 2 ans minimum. Vous pouvez faire le tour du marché, mais qu'on vous conseille vraiment, c'est d'éviter les bornes achetées sur Internet de fabricants un peu obscurs où on ne sait pas trop s'il peut y avoir du service après-vente. Si vous les achetez soit à notre boutique ou ailleurs, d'un détaillant au Québec ou encore d'un fournisseur peut-être recommandé, ben là, vous allez avoir du bon service et des bons produits. Et pour l'installation, ben, les membres CA Québec peuvent aussi bénéficier d'accompagnement pour avoir accès à un entrepreneur fiable qui fait partie de notre réseau de fournisseurs recommandés, dont on connaît la réputation. On peut vous aider aussi en cas de conflit. Il y a un rabais pour les membres jusqu'à concurrence de 100 un rabais de 3. L'essentiel, c'est vraiment, même si vous n'êtes pas membre CA Québec, puis vous connaissez, vous avez affaire à du bouche à oreille, allez-y pour un entrepreneur qui est certifié, dont on peut vérifier la réputation. Vous pouvez aussi appeler au service conseil en mobilité, oui, pour l'accompagnement de la borne, mais aussi pour un paquet d'autres sujets liés aux véhicules électriques ou même les véhicules non électriques. Oui, absolument. Pour vos démarches, donc les codes de fiabilité, les rappels de sécurité, les valeurs marchandes, c'est quand même assez important. Peut-être que vous avez un véhicule usagé, que vous cherchez un véhicule d'occasion, ben, vous voulez vendre votre véhicule à un particulier, ben, alors les contrats de vente en particulier, ce qu'on doit déclarer, toutes les choses, donc, les sièges auto pour enfants, les vélos électriques. Bref, il y en a énormément. C'est gratuit. Oui, c'est illimité. C'est ça. Et plusieurs personnes, plusieurs membres ici à Québec ne sont pas au courant que ça existe, ne sont pas au courant que la boutique vend des bornes, qu'on offre aussi de l'accompagnement, puis ça peut être des avantages. Donc, si vous êtes membre, prenez le temps de le vérifier, appelez-nous, ça va nous faire plaisir. Et on va pouvoir peut-être aussi vous parler de certains produits à considérer, les housses, les protecteurs pour empêcher ou pour réduire la possibilité que le connecteur gèle
Oui. hein, dans le port de recharge du Il y a un véhicule. petit pépin, c'est qu'autour du port, justement, il peut avoir se dégager de la chaleur lorsque des fois c'est par intermittence. Si ça arrête, évidemment, et là, ça peut geler à ce moment-là. Donc, des produits, oui, qui se vendent à la boutique, mais qui se vendent aussi n'importe où. C'est juste pour vous sensibiliser à peut-être regarder, de ne pas oublier avoir on parlait tantôt aussi de chargeurs intelligents parce que la batterie 12 volts peut peut-être tirer de la patte, même si vous achetez la plus grosse batterie au monde. Si vous ne l'utilisez pas adéquatement, ça a l'air drôle à dire, mais elle va s'user prématurément. Donc, ça, ce sont des trucs qu'on peut vendre. On parle beaucoup de vol aussi. On en a parlé énormément au courant de la dernière année. Peut-être à regarder les petites pochettes RFID, les fameuses barres club aussi. Ça peut aider aussi pour vos primes d'assurance. Et justement, Quel beau lien! Alors voilà, donc les primes d'assurance auto sont plus élevées pour un véhicule électrique que pour un modèle à essence. Vrai ou faux? Vous ne pouvez pas nous répondre, mais on vous entend peut-être dire un petit peu plus vrai que faux. Ben, si vous avez dit vrai, ça se peut. Ça s'explique. voilà. Un véhicule électrique, le PDSF, puis même usagé, souvent le prix de détail, la valeur marchande, pas tout le temps, mais elle peut être plus élevée que pour un Eh oui. véhicule à essence. Donc déjà là, ça veut dire fatalement, dans plusieurs cas, des primes d'assurance vont être plus élevées. Et en cas de réparation, en cas d'impact, les pièces coûtent parfois plus cher à remplacer. La fameuse batterie, elle brise peut-être pas souvent quand on roule et tout va bien, mais Ouais. en cas d'impact, si elle est touchée, elle, à ce moment-là, pourrait avoir besoin d'un remplacement ou d'une réparation. Il y a certains assureurs qui sont frileux à les faire réparer, ils ne veulent pas trop risquer les incendies, même si c'est loin d'être toujours le cas que ça va se produire, puis les batteries peuvent se réparer. Certains assureurs ont des politiques très strictes là-dessus et vont déclarer des véhicules perte totale alors qu'ils sont encore en bonne condition, sauf pour une pièce qui coûte cher à réparer. Tout ça fait en sorte que les prix peuvent être plus élevés. Mais ce n'est pas toujours vrai. Non. Et vous le voyez, ce qui est important, c'est de magasiner. Oui, faites vos devoirs une fois par année, Ouais. même si je sais que c'est plate un peu, mais c'est important. Sortez vos choses, comparez les pommes avec les pommes, mais ça vaut la peine. Le temps que vous allez investir là-dedans, ben, il Ouais. sera payant parce que vous allez trouver aussi des fois des économies sur vos primes d'assurance. Tout à Bien fait. important. Puis même à CA Québec pour les membres et les non-membres, mais surtout pour les membres, c'est intéressant de faire des soumissions. On en a de l'assurance Oui. auto, on a de l'assurance habitation. Des fois, c'est bon, des fois, c'est plus cher qu'ailleurs, mais ça peut être aussi moins cher. Donc, pourquoi pas faire un appel pour en savoir plus? Et justement, ben, si vous avez besoin, vous voulez plus d'informations, ben, notre site web regorge, tout comme celui de Rouleau électrique, de conseils et d'astuces et de trucs pour parler de tout, plus en profondeur de tous les aspects qu'on a touchés aujourd'hui. Et on vous parlait de véhicules aussi. Bien, on a une section d'essais routiers. Oui, Hein, chaque année, on essaye semaine après semaine des véhicules neufs de tous les genres, dont plusieurs véhicules électrifiés, électriques et 100% électriques, hybrides rechargeables également. Et ils sont rassemblés sur notre site. Allez les voir. Donc, c'est notre expertise qui est mise à profit pour vous. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Donc, allez voir ça. Et on a des balados diffusion aussi. oui, qui sont quand même très bien montés aussi, qui sont faits pour des sujets bien précis et qui sont de façon bien expliquées aussi, très claires, donc sans bourber de chiffres et de grands termes. On a fait ça pour que ce soit quand même très facile d'écoute et rapide aussi. Et des textes aussi supplémentaires. Peut-être que vous connaissez l'annuel de l'automobile. Eh bien, Jesse et moi, on a participé cette année à la rédaction d'articles qui sont quand même très spécifiques pour les véhicules électriques. Entre autres, savoir interpréter la garantie du constructeur. On en vient d'en glisser un mot. Il y a beaucoup de choses intéressantes à regarder. Le langage du directeur commercial, les fameuses garanties, les polices d'assurance et tout. On sera capable donc de bien les identifier et bien les comparer. Les faits méconnus aussi, et l'anti-rouille, là, on en a glissé un mot, mais vraiment, on rentre en détail là-dedans. Donc, 4 articles qui sont vraiment très intéressants, qui paraissent dans l'annuel de l'automobile, qui est disponible partout. Oui, ben, donc, à la boutique c'est à Québec, si jamais ça vous adonne. Alors, Est-ce qu'on y va avec les questions? oui, ben, on en a a le temps? quelques-unes. Oui, on a dépassé, mais pour celles et ceux qui sont encore là, Allons-y. on en a quand même couvert quelques-unes, mais il y a M. Fournier qui nous demande, qui nous dit qu'il veut acheter un camion 150 ou un Silverado. Évidemment, le Silverado a à peu près 2 fois plus, pas tout à fait, mais d'autonomie que le F-150. Monsieur habite en ville.
une borne de recharge, il va parfois au chalet, c'est 200 km. Donc, un ou l'autre. Donc, il nous demande d'estimer le gain en argent versus, donc, c'est-à-dire l'économie qu'il ferait en ayant ce véhicule-là au lieu d'un modèle similaire à essence, ben, c'est pas compliqué. Ça va dépendre du kilométrage annuel. Oui, tout à fait. Puis, mais grosso modo, là, parcourir 100 km dans votre F-150 électrique à 30 kWh, par exemple, au 100 km, 30-35 kWh au 100 km, ça va vous coûter peut-être, si je fais un calcul rapide, 10 sous le kilowattheure, donc 3 $, 3,50 si vous chargez le véhicule à la maison. Mais si vous faites 100 km avec un F-150 EcoBoost, ça va vous coûter probablement un bon 20 $ d'essence facilement Oui. là, à 13-14 litres au 100. Donc, faites le calcul, c'est environ 7 fois moins cher. Évidemment, quand vous allez charger à la borne rapide, là, c'est une autre paire de Oui. manches. Oui. Les prix sont très changeants. Maintenant, ça va au kilowattheure. Ça dépend de la puissance de la borne que vous allez utiliser. Combien de temps vous allez rester? Est-ce que vous allez charger jusqu'à 80-90%? Ça peut changer aussi les prix. Pour vous donner une idée, avec un F-150 Lightning cet hiver, après avoir parcouru 170 km, j'ai fait une recharge rapide sur une borne de 180 kW qui me donnait du 100 à peu près, là, et ça a coûté 36 pour monter, donc remonter à 80%. Oui. À ce moment-là, on va se le dire, l'essence n'aurait pas coûté nécessairement moins cher si on parle strictement du portefeuille, mais c'était de l'énergie qui était beaucoup moins polluante, Voilà. d'électricité. Et en chargeant à la maison, ben, vous allez éviter. Si vous pouvez charger chez vous 200 km pour aller au chalet, vous ne ferez peut-être pas l'aller-retour avec le 150, mais vous arrêtez, vous en remettez juste un petit peu. Hein, peut-être Oui. un petit 20 pour vous rendre à la maison, puis ça n'aura pas coûté trop cher et vous allez avoir économisé. Puis vous complétez au niveau 1 lorsque vous êtes au Tout à chalet fait. pour une petite portion. Puis en revenant, ben, Absolument. vous arrêtez un peu dans votre 200 du retour pour trouver une autre borne. Le temps de prendre un café. Exactement. Puis il y en a une aussi Euh, à laquelle on n'avait pas répondu. Dans le cas d'un véhicule hors garantie, est-ce que c'est réaliste, accessible de faire affaire avec une entreprise pour reconditionner ou réusiner la batterie, nous demande Patrice. Euh, ben, c'est très délicat. Ouais. C'est très, très, très délicat de ce côté-là. Pour l'instant, est-ce qu'on est capable d'avoir des garanties avec cette réparation-là? Ça serait à vérifier. Euh, C'est délicat, c'est quand même un marché qui se développe tranquillement, mais il faut faire affaire avec des fournisseurs qui ont une certaine expérience. On sait que ça se fait, mais nous, à CA Québec, pour l'instant, on reste un petit peu en observation de ce marché-là. Peut-être qu'éventuellement, des garages recommandés, CA Québec, ou oui. des garages compétences VE pourront aider là-dedans. Pour l'instant, on est plus dans l'entretien et la réparation du véhicule en général. Chose certaine, les prochaines générations de batteries seront beaucoup plus faciles parce Ouais. qu'elles seront sectionnables. On sera capable de bien identifier Ouais. les barres de cellules qui sont à problème et facilement les changer. Ouais. C'est sûr que ce sera appelé à être beaucoup plus facile de les réparer dans les prochaines générations Tout à fait. et les reconditionner. Ben absolument. Donc, on est au premier. Ça fait juste 15 ans qu'il y a des VI sur Oui, la oui, route. Hein. absolument. Donc, comparez ça à 125 ans pour des véhicules à essence. Donc, c'est sûr que du côté, on a encore des choses à découvrir. Ça, c'est sûr. Daniel nous pose une question. Combien coûte un traitement anti-rouille annuel pour une compacte ou une sous-compacte? On est toujours d'une centaine de dollars environ. Ouais. Peut-être Ben, un je vous peu sous dirais la même barre. pour un VUS 7 places, Oui. c'est autour ça se fait en bas de 120 $ là. Oui. Donc, compact sur compact, ça va être assez quand même Oui. abordable. Alors, allez-y là, avec un anti-rouille à l'huile annuel, c'est ce qui est important. Les anti-rouilles plus graisse, disons qui sont peut-être favorisent moins. Il y avait une grosse mode à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, les cires d'abeilles qui étaient là aussi. Ouais, ouais. Le problème était que ça bouchait carrément le drain, donc ça empêchait l'écoulement. Ce qui fait qu'on avait l'effet contraire, il y avait des poches donc d'humidité, puis ça occasionnait une certaine rouille. Ça peut peut-être fonctionner sur certains modèles, mais pas sur tous les modèles. Donc, anti-rouille à l'huile annuelle, Ouais. figurine une centaine de dollars. Il y a des rabais aussi chez certaines personnes, dans certaines périodes, chez Ouais. certains ateliers complets. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions actuellement. Donc,
Euh, Merci. Ça nous a fait grand plaisir de vous parler de ça. Merci pour votre écoute active, vos questions. Puis n'hésitez pas aussi à nous joindre ici à Québec. Puis venez nous voir. Vous allez voir, Jade a quelque chose à vous proposer si vous voulez nous voir dans un prochain événement. Oui, mais rapidement, déjà, merci beaucoup, Jessie et Maxime, pour cette conférence très intéressante et complète. Juste un petit mot que nous aussi, on a sur le site Roulant électrique plusieurs outils dans notre site internet avec plusieurs informations, par exemple sur les particularités des véhicules électriques usagés. On a également un catalogue de véhicules rechargeables avec plusieurs filtres, donc ça va vous proposer plusieurs modèles en fonction de vos besoins. Sinon, en fait, demain, vous allez recevoir un courriel comportant le lien YouTube du webinaire, la présentation PowerPoint, ainsi qu'un courriel d'appréciation, un sondage d'appréciation, pardon. Donc, vos retours sont très importants pour nous puisqu'ils nous permettent d'améliorer et de guider nos prochaines activités. Donc, on vous encourage fortement à le remplir. Sinon, si vous jamais voulez faire un essai routier, en fait, il y a plusieurs événements, plusieurs salons qui auront prochainement lieu. Donc, un à Centre du Québec, Gatineau et Montréal. D'ailleurs, c'est CA Québec qui sera en charge des essais routiers pour le salon de Montréal qui aura lieu le 2 et 4 mai. Et nous Et allons aussi prononcer des conférences. Donc, venez nous voir, on va être là, on va avoir un kiosque aussi. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Absolument. oui, et puis pour conclure, si jamais vous voulez plus d'informations sur les véhicules électriques, vous pouvez visiter notre site www.roulantelectrique.ca ou nous écrire à info@roulantelectrique.ca si jamais vous voulez poser des questions plus spécifiques. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Merci encore à tout le monde et passez une bonne journée. Merci. Bonne Merci. Au journée. revoir.